Bonjour et bienvenue dans notre webcast Vision Croisée. Je suis Cécile de Lastérie, je dirige les équipes commerciales et marketing de PwC. Chaque année, PwC interroge les grands patrons d'entreprises dans le monde pour avoir leur lecture des enjeux du moment. Cette année, l'étude met en exergue le rôle de la pandémie, à la fois comme accélérateur de transformation et comme amplificateur des disruptions. Elle révèle aussi un optimisme certain des dirigeants, confiants dans leur capacité à s'adapter. Cette CEO Survey, nous avions l'habitude d'en partager les enseignements à Davos, mais la Covid a un peu tout chamboulé. La pandémie souffle sa première bougie. Et oui, déjà. Et nous en sommes au 3e confinement. Le vaccin pointe le bout de son aiguille, nous redonnant espoir de jours heureux. Il nous a semblé que c'était le bon moment pour avoir une vue sur comment les patrons d'entreprise ont vécu cette année, ce qu'elle leur a révélé sur eux-mêmes, sur le modèle de leadership et sur la stratégie de leur entreprise. Je reçois aujourd'hui dans cette édition de Vision Croisée 5 grands patrons, chacun dans des activités durement touchées par la pandémie. Leur témoignage n'en est que plus précieux. C'est un réel plaisir pour moi de les accueillir aujourd'hui. Sophie Bellon, vous avez fait un parcours entre les États-Unis et la France et vous êtes présidente du conseil d'administration de Sodexo avec 470 000 collaborateurs dans près de 70 pays. Lorsque nous préparions cette webcast, vous m'avez parlé de collectif autour de vous et aussi de cette fierté d'être reconnue pendant cette crise comme une activité essentielle. Plus de remarques désobligeantes sur les menus dans les cantines, mais la reconnaissance de leur utilité sociale pour nourrir nos enfants et nos soignants. Vous avez une approche du leadership collective et généreuse. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Bienvenue Sophie. Bonjour. Meka Brunel, vous êtes une dirigeante exemplaire à bien des égards. Iranienne, vous avez fait une carrière exceptionnelle dans un monde d'hommes. De votre premier chantier, avec son bizutage à 40 mètres de haut sur une grue, jusqu'à la tête de Gessina, votre parcours est une source d'inspiration pour beaucoup. Vous êtes directrice générale de Gessina depuis 2017. On me dit que dans votre bureau, vous avez choisi de mettre comme décoration un vélo, symbole d'effort et de santé. Je suis certaine que vous avez beaucoup à partager sur le leadership. Bienvenue, Meka. Merci, bonjour à toutes et à tous. Pascal Demurger, vous êtes directeur général de la Maïf et vous y construisez depuis 10 ans un modèle différent. Vous avez la réputation d'être un dirigeant authentique qui prend des décisions fortes et portez cette conviction que performance et mission ne sont pas incompatibles. Nous avons très envie d'entendre comment vous êtes devenu un apôtre des nouvelles méthodes de management fondées sur la confiance et la responsabilisation. Bienvenue Pascal. Bonsoir Cécile. Jean-Dominique Sénard, vous avez fait toute votre carrière dans l'industrie, Total, Péchinet, Saint-Gobain, Michelin, et vous êtes depuis 2019 le président du conseil d'administration du groupe Renault. Au-delà de cette carrière industrielle, vous êtes aussi viticulteur et on me dit que vos nectars bio ravissent les papilles. Vous êtes convaincu que la croissance des entreprises peut aller de pair avec la défense du bien commun. Vous êtes un homme de conviction profonde avec une vision de leadership ancrée dans des valeurs fortes. Bienvenue Jean-Dominique. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bernard Gagné, vous avez fait une carrière entre la France, la Chine et les États-Unis. Vous avez été élu par vos pairs à la tête de PwC France et Maghreb en 2013. Vous avez récemment écrit un livre, Chef d'entreprise, ce que le monde attend de vous, dans lequel vous développez l'importance de l'humain et de l'émotion pour un dirigeant. Bienvenue Bernard. Bonsoir à tous et à toutes, et très heureux d'être là et très heureux d'accueillir aussi en tant que président nos invités que je remercie infiniment pour leur présence. Depuis un an, nous repensons nos modèles à tous les niveaux. Notre étude le confirme. D'ailleurs, il n'y aura pas de retour à la normale. Chaque dirigeant a dû composer d'une manière individuelle, mais aussi collective, pour faire face à des situations inédites, pour s'adapter. Bernard, j'ai une première question pour vous. Vous m'avez confié ne pas être le même dirigeant qu'il y a quelques années. Quel a été votre révélateur personnel qui a provoqué ce changement ?
Bien, Cécile, le révélateur pour moi, ça a été la transition entre mon premier mandat, puisque je suis donc un président élu par mes associés, et mon deuxième mandat, donc il y a 4 ans maintenant, parce que faisant partie du Conseil stratégique mondial de PwC, le choc que j'ai ressenti personnellement, c'était que faire du business, faire de la croissance, de la compétitivité, recruter, engager nos équipes était en contradiction assez forte en fait avec les évolutions du monde et ce que j'appelle aujourd'hui une crise de civilisation de nos sociétés démocratiques en réalité sur un certain nombre de sujets identifiés à travers le monde par nos équipes qui sont les inégalités, on en a beaucoup parlé avec les ouvrages de Piketty, et les inégalités de destin, particulièrement en France, la disruption technologique, donc le vieillissement des populations, particulièrement important en France, qui pèsera pour longtemps, je pense, sur nos choix, et on en parle très peu, les conséquences que cela peut avoir sur le populisme actuel en matière politique et la crise de confiance en fait globale dans la société. Et donc, lorsqu'on est chef d'entreprise, et en plus que lorsqu'on accompagne beaucoup de nos clients sur plein de domaines, on est frappé par le disconnect qu'on peut avoir entre se dire est-ce qu'on va continuer à accompagner les entreprises de la même façon il y a 4 ans face à cette crise pour moi et cette urgence donc et se dire mais quel est le rôle de PwC par rapport à ça, est-ce qu'on doit continuer simplement à éclairer le chemin tel qu'on l'a éclairé depuis 40 ou 50 ans et en tant que conseil, qu'auditeur et je me suis dit non, il faut faire autrement. Il faut intégrer dans notre mission, dans la façon dont nous nous comportons, il faut intégrer beaucoup plus le sens de la société, le sens du bien commun, le sens de la coopération et donc mettre dans nos missions l'impact sociétal, l'impact environnemental et le faire à travers ce que nous faisons nous, mais aussi à travers ce que nous conseillons ou la façon dont nous accompagnons les entreprises aujourd'hui. Et ce choc-là a été fort, en fait, parce que il fallait dépasser complètement ce que toutes les entreprises font ou ont fait, croître, recruter, faire de la compétition, être compétitif, donner un retour aux actionnaires qui est attendu. Voilà. Donc, tout ça est une contradiction assez difficile à gérer aujourd'hui lorsqu'on est chef d'entreprise. Et d'ailleurs, je pense que les départs de certains chefs d'entreprise aujourd'hui au niveau du CAC 40 récemment le démontrent. Cet enjeu est très, très, très complexe. Merci beaucoup. Meka, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez eu un révélateur personnel pendant cette crise qui a fait que vous avez transformé votre manière de diriger votre entreprise ? C'est une question de philosophie. J'espère qu'on a beaucoup de temps devant nous pour y répondre. Je dirais qu'il y a trois phénomènes qui sont passés l'année dernière qui étaient importants. Un, la technologie a tenu. Hein, vous vous souvenez, l'année dernière, à cette époque-ci, on se demandait si les réseaux allaient tenir. Ils ont tenu. 2, la vie humaine a de la valeur versus l'économie. C'est quand même assez rare pour le souligner. Et la troisième chose, c'est que les relations humaines sont essentielles. Et je souligne essentielles avec des majuscules à toutes les lettres. Et je crois que le révélateur, pour moi, si tant est que c'est un révélateur, mais ça m'a confirmé dans l'idée qu'il faut avoir des convictions, qu'il faut avoir de la cohérence, qu'il faut avoir du courage collectif. Et dans un métier comme le nôtre, qui est le métier d'immobilier, qui est un métier de long terme, d'investissement, d'engagement, on voit le résultat de ce qu'on fait des années après, même si tout le monde en parle, même si à la bourse, ça se traite au jour le jour, parce qu'en plus on est coté, mais en vérité, on est sur un temps long. Et puis on a tous ces enjeux climatiques, tous ces enjeux de transformation profonde de nos sociétés, comme ça vient d'être dit, auxquels on fait face. Eh bien, nous devons devenir maîtres du temps, faire dans la durée, continuer à convaincre, abandonner le court terme pour aller vers le long terme, parce que c'est comme ça que nous donnons du sens. Et c'est ce qu'attendent de nous, notamment les jeunes générations. Nous avons une obligation de ne pas trahir ces attentes, d'être à la hauteur des enjeux et de considérer que finalement, il y a un cercle vertueux.
quand on se donne du mal, on ne fait pas toujours bien, on a fait des tas de bêtises et j'en ai fait pas mal dans ma vie, mais quand on se donne du mal de créer cette cohérence, eh bien, il y a cette économie circulaire, si j'ose dire, qui fonctionne et qui fait qu'on peut avoir du retour sur investissement tout en ayant donné du sens, être engagé et avoir embarqué nos collaborateurs, mais l'ensemble des parties prenantes avec nous. Ce ne sont pas que des mots, c'est ce que nous essayons modestement de faire à notre petite échelle chez Gessina. Pas toujours évident. Le vélo est un symbole de l'effort et le vélo qui est accroché dans une salle qui n'est pas utilisée en ce moment parce qu'on ne peut pas se réunir, mais qui était notre Youth Café, eh bien, c'est un vélo pas électrique, donc avec réellement de l'effort. Pour la petite histoire, je voulais le mettre un peu penché pour que ça soit une ascension. Et on m'a dit déjà, le plat, c'est pas mal. Donc, voilà. Merci beaucoup. Vous parlez des jeunes générations. Pascal, ça me permet de vous poser la question. Je crois comprendre que vos enfants ont joué un rôle très important dans votre transformation en tant que leader. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors tout ça date effectivement d'il y a quelques années. Hein. Moi, j'ai été, je le confesse, un dirigeant d'entreprise extrêmement classique, hein, et ayant comme seul horizon des KPI très quantitatifs, la productivité, l'efficacité opérationnelle, les résultats, etc. Et ça n'est que progressivement que je crois je me suis transformé et de fait j'ai transformé ma manière de diriger l'entreprise. Et ça a été une combinaison à la fois, un petit peu comme Bernard l'exprimait tout à l'heure d'ailleurs, hein, une combinaison à la fois de réflexion stratégique avec la conviction nourrie il y a une petite dizaine d'années qu'au fond, dans la compétition qui s'annonce avec des concurrents à venir qui seront sans doute beaucoup plus puissants encore que nos concurrents actuels, la Maïf ne pouvait pas résister si elle n'affichait pas une singularité très forte. Avec la conviction également que dans un monde qui s'horizontalise de plus en plus, avec la digitalisation, les réseaux sociaux, l'entreprise ne pouvait sans doute pas être le seul îlot de verticalité dans un monde de plus en plus horizontal. Et puis, à côté de ces réflexions-là, une transformation plus intime, hein, plus personnelle, avec des prises de conscience, tout simplement, des prises de conscience sur le monde tel qu'il va, et puis le monde tel qu'on voudrait le construire, et surtout, la conscience aiguë que mes enfants, grandissant, quand j'échangeais avec eux, je me rendais compte que le monde dans lequel on évolue et finalement auquel que je contribuais à perpétuer n'était pas celui dans lequel ils avaient envie, eux, d'évoluer. Hein, et que lorsque je leur parlais, au contraire, d'impact, d'environnement, d'attention portée aux autres, aux collaborateurs de l'entreprise, etc., c'était des sujets qui leur parlaient beaucoup plus. Et cette prise de conscience, forcément, elle est extrêmement forte et elle conduit à changer sa manière de voir le monde d'une manière générale et du coup de diriger l'entreprise. Et puis avec des choses toutes simples, le jour, moi je me souviens très bien du jour où ça paraît relativement presque bête à dire et relativement simple, mais le jour où j'ai pris conscience, parce que quelqu'un me l'a dit tout simplement, qu'en tant que dirigeant ou en tant que manager d'une manière générale, on a un impact considérable par la manière dont on se comporte sur tout simplement le bien-être ou l'épanouissement de ses collaborateurs, ou au contraire sur leur relative souffrance, forcément on ne peut pas ne pas tenir compte de cette responsabilité et on ne peut pas ne pas tout faire pour diriger l'entreprise, manager ses collaborateurs, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le plus épanouis possible dans leur travail. Donc c'est ce genre de prise de conscience à laquelle en effet mes enfants ont largement participé, qui m'a permis de profondément modifier mon style de direction il y a déjà pas mal d'années. Oui. Et alors, du coup, c'est intéressant parce que finalement, on se dit qu'il y a peut-être un nouveau modèle de leadership qui est en train d'émerger. C'est vrai que notre étude montre d'ailleurs un optimisme très fort dans la part des dirigeants. Tous s'accordent pour dire que les compétences techniques ne suffisent plus, que finalement, les dirigeants ont été un peu obligés de s'adapter très vite avec des nouveaux facteurs, hein, notamment le télétravail qui a quand même changé beaucoup de choses et qui a obligé à s'adapter très rapidement. Et donc, on parle beaucoup du retour des soft skills.
Sophie, au début de cette crise, vous avez pris une décision très forte de décider de diminuer votre rémunération comme une évidence, me disiez-vous, pour soutenir les salariés de Sodexo. C'est un geste d'une générosité forte qui me semble être d'une grande bienveillance. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu cette notion de bienveillance dans ce nouveau modèle de leadership ? D'abord, je voudrais un peu rebondir sur ce qui a été dit, sur ce qui m'a frappé dans la crise. Je pense que nos systèmes de valeurs, ils ont été complètement bouleversés pendant cette crise et ce qui semblait aller de soi, comme le lien humain, comme la santé, comme le bien-être, même dans des pays comme le nôtre, ont été menacés. Et donc, je pense que les besoins fondamentaux sont remontés dans l'ordre des priorités, des choses qui nous semblaient évidentes. On a vu d'ailleurs la ruée dans les supermarchés, des gens qui allaient s'approvisionner. Bon. Et voilà, et donc ce qui m'a frappé, c'est que le caractère essentiel, l'utilité fondamentale, et nous, en tous les cas, dans nos métiers, qui très souvent sont invisibles, comme d'autres métiers qui ont été valorisés pendant cette crise, les infirmières, la caissière du supermarché, l'agent de propreté, voilà, ils ont permis à nos sociétés de continuer à fonctionner et on s'est rendu compte de ce caractère indispensable et donc ça a été quand même une reconnaissance de ces métiers de service, puisque nous on est dans les métiers de service, avec un aspect à mon avis extrêmement positif de la crise. On applaudissait voilà, les soignants au balcon. Et je peux vous dire que nous, dans l'entreprise, ça a été source d'une grande fierté, évidemment pour les dirigeants, mais surtout pour tous nos collaborateurs. Et donc, l'impact, le sens, l'humain, Meka en a parlé, et je pense que c'est très important. Et je pense qu'après la crise, cette notion d'impact, elle doit rester fondamentale. Et l'impact qu'on peut avoir sur les activités. Alors, pour rebondir sur qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi on a fait ça, ça nous a semblé comme une évidence parce qu'en fait, on a été violemment frappé par la crise. Et un deuxième semestre qui démarrait début mars, donc bon, la crise avait déjà démarré un peu en Asie, mais elle a vraiment frappé en Europe au mois de mars et qui se termine début septembre. On a perdu un tiers de notre chiffre d'affaires. Et là, on vient d'annoncer nos résultats semestriels, donc du temps à début mars, on a encore perdu 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que dans des pays comme la France, où bon, l'État a pris le relais, il y a du chômage partiel, et bon, nos salariés sont voilà, pas trop mal sortis, mais on est dans des pays, on est très présent aux États-Unis, en Angleterre, et là, ça a été très dur pour nos équipes parce que nous, quand on n'a plus de chiffre d'affaires, une grosse partie de notre chiffre, on ne peut pas garder les équipes. Donc, ce fonds dont vous parlez, ça nous a semblé comme une évidence. Et évidemment, ça a été les dirigeants qui, en commençant par Denis Machuel, par moi-même, par le COMEX, mais à tous les niveaux, et pour pouvoir justement créer ce fonds et aider nos équipes. Alors aux États-Unis, c'était continuer à avoir une couverture sociale pour nos équipes qui perdaient leur emploi, mais qui gardaient une couverture sociale. Et on a adapté ces éléments-là, ces différents éléments suivant les géographies. Et pourquoi c'est important? Parce que je dis, nous, on est un métier de femmes et d'hommes, et on a eu 3 sujets qu'on a eu à cœur quand cette crise est arrivée. Protéger nos équipes. Alors, c'était les protéger quand ils devaient aller travailler dans un EHPAD ou dans un hôpital ou dans une entreprise, mais c'était aussi les protéger du mieux que l'on a pu quand ils n'avaient plus de travail, protéger, s'occuper de nos clients et garder le cash et faire attention au cash parce qu'il fallait quand même que l'entreprise continue à tourner. Merci beaucoup. Jean-Dominique, vous êtes un homme de parole, de conviction. Quelles sont pour vous les qualités du leader d'aujourd'hui et surtout pour demain? C'est un peu en relation avec ce qui vient d'être dit pratiquement par tout le monde ici, mais je crois que le trait qui accentue
dirais, l'importance du rôle du dirigeant, c'est au fond le besoin d'humilité supplémentaire. Je ne cache pas que cette crise dont on parle là, chez moi en tous les cas, a certainement suscité cette situation d'humilité dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés et qui évidemment a un peu modifié la façon dont on peut considérer les choses quand on dirige une entreprise. Dans le cas particulier de Renault, je ne cache pas que la crise était sévère, mais elle s'additionnait ou elle faisait suite à une crise de gouvernance interne majeure, qui était d'ailleurs doublée d'une crise de l'alliance Nissan-Mitsubishi-Renault, dans laquelle évidemment on retrouvait tous les ingrédients de la complexité. Et donc évidemment j'ai eu le sentiment pendant pas mal de mois d'aller de crise en crise, à une nature un peu différente, mais franchement, d'être en permanence dans une espèce de situation totalement anormale. Et on se demandait d'ailleurs à la fin quelle était la normalité. Donc moi, je vous dirais simplement que, au-delà de tout ce que l'on peut, je dirais, affirmer comme conviction sur ce que doit être un manager dans l'avenir, toutes ces questions portant sur la capacité de responsabiliser son entourage. Et là, il y a des développements importants à faire sur l'entreprise responsabilisante, etc. Mais je sais, Pascal en a dit un mot tout à l'heure, mais fondamentalement, le chemin est tracé, il n'y a pas d'autre voie. Il faut absolument que les dirigeants dans l'avenir prennent ce sujet à cœur et développent intensément ces questions de responsabilisation. Il y a ce sujet d'être de plus en plus un chef d'orchestre, mais en quelque sorte cherchant à promouvoir son entourage, s'entourant, c'est pour moi une règle absolue, de personnes qui sont plus compétentes que vous pratiquement dans tous les domaines, sauf qu'à un moment donné, vous êtes le chef d'orchestre et c'est vous qui donnez la direction et la vision. Et puis, il y a cet aspect, évidemment, de primauté de la relation humaine. Il ne s'agit pas de tomber dans le lieu commun, mais à l'évidence, et certains d'entre vous l'ont dit, c'est tout de même le facteur essentiel qui ressort de toutes ces crises que nous avons vécues. Pour moi, l'évolution n'a pas été marquante à titre personnel tout récemment. C'est plutôt une évolution qui s'est faite sur les 10 dernières années, qui évidemment a été nourrie par toute une série de situations invraisemblables qui, pour moi, se sont vraiment révélées au moment de la crise de 2008-2009, cette grande crise financière qui s'est traduite par une crise économique avec toutes les conséquences que l'on sait, avec toutes les questions qui se sont posées après sur, au fond, la nature du capitalisme, la nature du libéralisme dans lequel nous vivions, et finalement le rôle de l'entreprise. Comme je suis totalement persuadé que l'entreprise a un rôle fondamental à jouer à partir de maintenant, et un rôle central dans non seulement le rebond attendu, mais dans le mode de fonctionnement de nos sociétés, le sujet que nous traitons ce soir est éminemment sérieux parce que de là dépend la capacité de nos cultures, si je puis dire, à survivre à un environnement totalement invraisemblable et extraordinairement dangereux. Alors, je ne vais pas vous faire ici un grand développement sur la nécessité d'évoluer vers un capitalisme responsable, mais c'est pourtant ça le sujet à terme. Et le dirigeant d'entreprise, puisque c'est le fond de votre question, doit savoir allier toutes les compétences nécessaires pour asseoir de façon définitive une façon responsable de vivre le capitalisme actuel. Voilà où j'en suis. À la question que vous m'aviez posée au début, mais est-ce que cette crise vous a fait changer fondamentalement? Je dirais non. Elle a simplement rajouté une couche d'humilité parce que malgré tout, on a tous constaté qu'on dominait de moins en moins la situation de notre écosystème. Mais en revanche, elle m'a confirmé dans l'idée que le rôle de l'entreprise et du chef d'entreprise, ou de la chef d'entreprise, était absolument majeur dans l'établissement d'un capitalisme acceptable et responsable. Merci beaucoup. Du coup, ça me permet de rebondir. Alors, je vois énormément de questions dans le chat, donc nous allons y venir. J'ai encore quelques questions pour nos intervenants du jour, et puis après, je passe la parole aux internautes, je vous promets. Donc, du coup, si vous pouvez
faire des réponses pas trop longues pour qu'on puisse prendre toutes ces questions des internautes parce que je sens que ça crépite. Meka, j'ai lu que vous avez dit « Ma ligne managériale, c'est la responsabilisation ». Je crois que ça résonne bien avec ce que vient de nous dire Jean-Dominique. J'ai lu d'ailleurs que vous faisiez une analogie avec l'entraîneur de football, Didier Deschamps. Vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça résonne chez vous, ça ? Écoutez, d'abord j'aime le foot et aussi beaucoup le rugby. Donc, voilà, d'ailleurs je fais Paris Saint-Germain pour avoir gagné cette étape-là vers la Coupe de France. Voilà, c'est très bien vers le Champions League. Je pense qu'au bout d'un certain temps, le rôle du dirigeant, c'est un rôle d'entraîneur. C'est un rôle de quelqu'un qui observe, qui donne des indications, des orientations. Vous savez, je prends l'exemple de Didier Deschamps, mais j'aurais pu prendre des Méjac et d'autres. Ils n'apprennent pas aux joueurs de l'équipe de France à jouer au foot. Ils savent jouer au foot. Enfin, faut espérer qu'ils savent jouer au foot, que le goal c'est arrêter les ballons, que la défense c'est défendre, que le milieu c'est passer les ballons et que les avants savent marquer. Donc, ce n'est pas ça le rôle. C'est un rôle de créer le lien, de montrer ce qu'on doit corriger comme un chef d'orchestre, de comment jouer la partition tous ensemble, sachant qu'on n'est pas seul. Ce que Jean-Dominique Sénard indiquait, nous vivons dans un environnement très compétitif, très complexe et on ne joue pas contre nous-mêmes. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans nos silos et chacun expliquant voilà, moi, je compte de cette manière-là, moi, je vends de cette manière-là, moi, je fais les travaux de cette manière-là. Mais comment le collectif peut fonctionner? Et le rôle, le leadership en étant sur le banc, en étant le coach, en étant celui qui accompagne, qui de temps en temps s'énerve aussi, ce que j'appelle les conversations de vestiaire, mais qui aussi s'exprime et partage et échange, qui montre comment on doit faire, etc., qui amène les gens à grandir et peut-être de temps en temps à changer de poste dans une équipe pour avoir une meilleure cohésion. Je trouve que c'est un rôle passionnant. En vérité, plus ça va, plus en tout cas, je trouve que je vais vers ce rôle-là. Et vous avez vu que j'ai derrière moi la photo de 6 de mes 7 petits-enfants. Il n'y a pas simplement mes enfants qui me surveillent, j'ai les petits-enfants qui me surveillent tous les jours et qui vérifient que je fasse les choses convenablement. Et donc, je trouve que c'est ça qui entraîne cette responsabilisation. On n'est pas là pour apprendre chacun à les compétences qu'il doit avoir. On va le former, on va lui faire des entraînements, des stages, ce que vous voulez, mais les amener à jouer collectif pour, comme je dis, marquer les buts dans le camp adverse en respectant les règles. Parce qu'évidemment, si on fait des tacles tout le temps, ou si on a tout le temps des cartons jaunes ou rouges, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Donc voilà, et j'aime toujours très bien et le foot et le rugby. Merci beaucoup. Pascal, ça me fait penser, peut-être pour clore ce chapitre sur le leader et qu'est-ce qu'il doit être, j'ai lu quelque part que pour vous, il y avait 3 maîtres mots, le sens, la confiance et la bienveillance, pour résumer les qualités d'un leader. Est-ce que vous pouvez nous expliciter en pas très longtemps, mais quand même? Qualité d'un leader et d'un manager, hein, ce sont, je trouve, 3 termes qui s'appliquent bien au management et en tout cas à la conception que l'on peut avoir à la Maïf du management. La question du sens, on voit bien qu'elle est devenue complètement essentielle. Hein. Nos collaborateurs ont besoin, les salariés ont besoin de trouver du sens dans leur engagement, de comprendre à quoi ils contribuent finalement, hein, et à quelle mission il contribue. La relation de travail n'est plus simplement une relation transactionnelle où je fournis un travail contre une rémunération, mais il doit y avoir autre chose d'un peu plus grand, d'un peu plus aspirationnel finalement. Hein, et le fondement de la motivation, pour moi, devient beaucoup l'envie et le sens de la contribution. La confiance, pour moi, c'est complètement essentiel dans le management, c'est-à-dire que tout simplement, ça part, j'allais dire, de la conception que l'on peut avoir, hein, de la personne au travail. Est-ce que on considère la personne au travail comme cherchant plutôt à maximiser ses intérêts, à minimiser ses efforts, ou au contraire, comme cherchant plutôt, a priori, à s'épanouir dans ce qu'elle fait, pour peu que l'entreprise crée les conditions de cet épanouissement. Et dans ce contexte-là, si c'est cette conception-là que l'on a de la personne au travail, plutôt optimiste, évidemment, la confiance a
à toute sa part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des marges de manœuvre suffisamment larges pour que les gens puissent avoir un cadre dans lequel, en effet, ils s'épanouissent beaucoup plus, qu'ils soient considérés qu'ils sont les mieux à même, finalement, de trouver les solutions les plus adaptées aux problèmes qui se posent à l'entreprise et qui se posent à eux. Et puis, la bienveillance, c'est au fond quel style de relation on veut créer dans l'entreprise. Moi, j'aime bien le terme d'attention. Est-ce que c'est l'attention sincère que l'on porte à l'autre qui est au cœur de la relation au sein de l'entreprise, ou est-ce qu'on est plutôt sur un style de relation reposant peut-être plus sur la compétition, sur l'individualisme, sur le chacun pour soi. Moi, j'ai le sentiment que ce triptyque sens, confiance, bienveillance ou attention permet vraiment d'avoir un management qui, au fond, qui permet d'abord aux individus de s'épanouir dans leur travail, parce qu'ils y trouvent du sens, parce qu'ils ressentent que l'entreprise leur fait confiance et parce qu'ils sont environnés d'une forme de bienveillance dans les relations. Et de fait, s'ils s'épanouissent dans leur travail et s'ils sont plus motivés, ça produit aussi une efficacité collective beaucoup plus importante. Et c'est là que l'on voit que dans le management, comme dans d'autres domaines, l'engagement au fond de l'entreprise nourrit in fine sa performance. Mais merci beaucoup, c'est très clair. Et quand je vous entends, je trouve beaucoup d'optimisme et beaucoup d'opportunités et beaucoup d'humanité dans ce leader de demain. Et j'aimerais bien qu'on parle rapidement de ce que ça implique sur la stratégie en fait de vos entreprises. Dans notre étude, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ces nouveaux modes de travail. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des questions dans le chat sur cette période de comment on gère ce travail à distance. Comment est-ce qu'on recrée des liens informels au sein de vos structures? Je ne sais pas, Sophie, si vous avez envie de nous dire un mot de comment vous organisez ça chez Sodexo, comment vous arrivez à recréer des liens informels malgré la distance, malgré ces nouvelles modalités de travail? Nous déjà, ce côté de distance, c'est quelque chose qui nous frappe également en tant que prestataire de services, puisque les entreprises, par exemple, pour lesquelles on travaille, si en France, en ce moment, aujourd'hui, on est en confinement, donc ça veut dire qu'un certain nombre de nos clients, leurs collaborateurs n'ont plus le droit de venir au bureau. Donc en fait, ce qu'on voit, et ça, c'était quelque chose qui existait déjà avant. Il y avait déjà du télétravail avant. Alors, on a fait des études et on voit, par exemple, que, en France, si on était à 0,8 jours de télétravail par semaine, on va passer demain à 2 jours. Aux États-Unis, on était déjà plus proche de 2, on va passer à 3. Évidemment, ça dépend des géographies, ça dépend des activités. Et évidemment, il y a des métiers aussi. Par exemple, nous, nos équipes sur les sites ou des ouvriers sur des sites industriels, ils sont obligés, ou des infirmières à l'hôpital, elles sont obligées d'aller, elles ne peuvent pas faire du télétravail. Donc on voit que cette crise, elle a accéléré des phénomènes qui existaient déjà, mais elle les a amplifiés et elle a peut-être aussi séparé un peu deux catégories de collaborateurs ou d'employés, ceux qui peuvent faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas. Et ce qu'on se rend compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, nous, dans nos modèles, il faut qu'on suive les personnes là où elles sont et que c'est, par exemple, any food, anytime, anywhere, quoi. Voilà, c'est pas, il y a un collaborateur qui est dans une entreprise et qui va au restaurant d'entreprise tous les jours. Non, c'est plus comme ça. De temps en temps, il va être chez lui. De temps en temps, il va être dans l'entreprise. De temps en temps, il va être dans sa maison, je ne sais pas, dans le sud ou l'ouest de la France. De temps en temps, il va être chez lui où il va être au bureau, mais il voudra qu'on lui livre quelque chose à son bureau. Voilà. Et puis, nous, on ne fait pas que de la restauration, on fait aussi des activités de facility management, on s'occupe des espaces. Et ça veut dire que l'employé qui va venir 3 jours, par exemple, par semaine au bureau au lieu de 2, il va vouloir vivre une expérience parce que quand il est chez lui, ça a des avantages, il n'aura peut-être pas le trajet à faire,
s'il a l'espace pour être tranquille, bon, ça a des avantages, mais le jour où il viendra au bureau, il faudra vraiment que ce lien avec ses collègues, avec son management, il faudra que ce lien soit fort pour que cette expérience, il s'en rappelle et que ça ait un impact. Voilà. Donc, je pense que oui, les choses, elles vont changer. Elles changeaient déjà. Et ce qu'on voit, c'est une accélération d'un certain nombre de tendances qui étaient déjà là avant la crise. Et alors, je réagis parce qu'on a une question sur les enjeux ESG. Et c'est vrai que dans notre étude, en fait, on voit qu'à peu près 2/3 des dirigeants considèrent que c'est un sujet sur lequel ils vont investir de manière massive. Et du coup, un de nos auditeurs du jour nous demande: les pressions augmentent sur les enjeux écologiques, sociaux et intérêts du bien commun. Cela crée d'autant plus de tensions avec les attentes de rentabilité à court terme. Comment cela change-t-il votre manière d'appréhender les gouvernances de vos entreprises? Jean-Dominique, est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus? Oui, volontiers. Je peux vous confirmer que la question ESG au sens large a pris récemment une dimension tout à fait nouvelle. Je dirais que c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse, d'ailleurs, le sujet a pris cette ampleur et s'est diffusé comme une forme de nécessité absolue dans la plupart des entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Je pense, d'ailleurs, je ne cache pas que ça me fait un peu plaisir de constater cette évolution, parce que lorsque j'évoquais ces points il y a maintenant 3 ans avec Nicole Notat dans un travail qu'on avait fait ensemble sur le rôle de l'entreprise, rappelez-vous les débats qui avaient eu lieu à ce moment-là sur la nécessité de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte les questions sociales et environnementales de l'activité des entreprises. Pour ça, pour moi, c'est encore assez frais dans ma mémoire. Tout ceci avait été accueilli assez fraîchement, je ne vous cache pas. Ça avait été un peu surprenant pour moi, notamment de la part des dirigeants d'entreprise et du patronat en général. Et en fait, en 2-3 ans, je m'aperçois qu'il y a un bouleversement et qu'aujourd'hui, la question ESG est devenue centrale au point que on peut défendre assez bien que le ESG est en réalité devenu la stratégie des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre la stratégie de l'entreprise et cette question-là. C'est intéressant d'ailleurs, même au niveau gouvernance, lorsque l'on crée des comités ESG dans nos conseils, ce que j'ai pu faire à plusieurs reprises, mais on se rend compte de plus en plus que finalement les comités dits stratégiques se retrouvent complètement, j'allais dire, noyés dans le comité ESG, dans une mesure telle qu'on finit par imaginer de les fusionner. Donc, oui, ça a pris une importance énorme. Oui, nos investisseurs sont en train de, j'allais dire, tourner Kazakh, c'est-à-dire de mettre ce thème-là comme quasiment un thème majeur et essentiel, premier, si je puis dire. C'est une évolution qui me réjouit parce que, enfin, les entreprises que nous dirigeons tous ont en réalité dans leur ADN depuis des décennies cette stratégie volontaire d'améliorer l'environnement qui nous entoure. On est presque quasiment fait pour ça, enfin, chacun dans son domaine, et que ceci est en réalité peu reconnu. Et que le court-termisme du capitalisme anglo-saxon tel qu'on l'a connu pendant des années et qu'on continue à connaître d'ailleurs d'une certaine manière, avait fait oublier que finalement le sens de notre activité était précisément dans un domaine, je dirais, de protection de l'environnement et de protection des questions sociales. Donc je dirais que ce qui se passe aujourd'hui est une bonne chose, et je crois que maintenant on ne reviendra pas en arrière. Enfin, on va reconnaître le rôle utile de l'entreprise dans ce domaine social, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'autant plus important que le rôle politique, entre guillemets, de l'entreprise, à cet égard, va devenir, je dirais, probablement l'élément central de la vie économique et sociale des années qui viennent. Voilà, donc sur ce plan-là, je peux vous dire que je me réjouis de l'évolution actuelle, et bien c'est notre devoir maintenant d'accompagner cela et de faire en sorte que tout le monde soit sur le même train.
Et alors, du coup, j'ai rebondi parce qu'on a une autre question d'un de nos internautes sur les entreprises responsables. Est-ce qu'il faut s'orienter vers un système de sanctions des comportements déviants ou bien soutenir les plus vertueuses? Bernard, tu peux réagir en 1 minute là-dessus? Moi, sur ce sujet, et pour rebondir sur ce que dit Jean-Dominique, d'ailleurs, moi, je pense que le combat qui est face aux chefs d'entreprise, à leur gouvernance aujourd'hui, est essentiel et il est difficile. Hein. Je parle moi d'une phase nord parce que pour que une entreprise soit au fond répondre aux besoins humains, parce que c'est sa première mission et donc environnementaux indirectement, elle doit absolument être capable de réconcilier le court et le long terme, de savoir être compétitive dans un environnement très dur, internationalement, ou voire même nationalement, et savoir coopérer. Et aussi, c'est-à-dire c'est reconnaître ce principe de coopération et d'être une entreprise qui est non plus prédatrice, mais régénératrice dans la conception qu'elle se fait de sa mission ou de son rôle. Je pense que ça, c'est un point très important parce que moi, je constate que ce n'est pas forcément encore le cas partout, que le chemin est compliqué, que les dirigeants sont soumis à une pression considérable. Et donc, moi, je ne serais pas très enclin à mettre un système de sanctions pour engager les chefs d'entreprise et leur gouvernance à avancer dans ce sens. Je pense qu'il faut inciter à certains endroits, mais il faut surtout faire confiance. Donc, il faut donner les moyens à ces chefs d'entreprise et à leur gouvernance de trouver cet équilibre court, long, coopération, capacité à innover, compétition, parce que le premier moyen qu'a l'entreprise pour avancer et imaginer son avenir, c'est sa rentabilité à court terme. Donc, comment on réconcilie tout ça et mettre beaucoup de systèmes de contrôle et de sanctions pour faire avancer le monde est tout à fait contradictoire avec tout ce qu'on a dit avant. Faire confiance, mettre en responsabilisation. Donc, si on doit le faire, c'est que on ne le fait qu'à dose homéopathique à des endroits où véritablement il y a des blocages massifs ou majeurs. Je vais prendre un exemple. C'est la diversité en entreprise. Si en France on a beaucoup bougé, c'est parce que on a effectivement mis moi, j'aime pas les quotas, mais ça a été un facteur déclencheur. Donc, la loi Zimmermann. Donc, ok, mais à des doses homéopathiques au bon endroit lorsque des blocages sont importants ou grippants. Voilà. Et alors, du coup, Pascal, j'aimerais bien vous entendre sur l'entreprise à mission. On a d'ailleurs pas mal de questions là-dessus, notamment une que je trouve extrêmement intéressante. Est-ce que le statut d'entreprise à mission protège d'une quelconque manière des crises extérieures, notamment une crise sanitaire comme celle que nous vivons? Je pense que le statut d'entreprise à mission, ça oblige plus que ça ne protège d'une certaine manière. Hein. Quand on devient entreprise à mission, et on en a fait l'expérience, nous sommes entreprise à mission depuis juillet 2020, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne à voir, on rend complètement transparent les engagements de l'entreprise. On les grave dans le marbre, hein, on les inscrit dans les statuts de l'entreprise. On se soumet par ailleurs à l'audit, à l'appréciation d'un organisme tiers indépendant qui va venir regarder l'effectivité, la réalité des engagements qui sont pris par l'entreprise, les réalisations qui sont faites. Est-ce que c'est conforme à ces engagements, conforme à ces objectifs? Cet organisme tiers indépendant va publier annuellement un rapport qui sera rendu public. Donc ça veut dire que on se contraint soi-même, hein, on s'impose à soi-même un certain nombre d'obligations qui font que à la fois on ne peut plus déroger clairement hein, à ces engagements parce que encore une fois on les a rendus publics et même d'une certaine manière on rend relativement irréversible ce mouvement. On n'imagine pas qu'une entreprise devenue entreprise à mission, société à mission, au bout de quelques années, renoncent, se disent non, finalement, c'était pas un bon choix et reviennent en arrière. Hein, et c'est de mon point de vue un des intérêts d'ailleurs hein, de ce statut, de ce mécanisme. Donc je crois que ce choix, ça oblige plus que ça ne protège. Alors après,
normalement, le fait de devenir société à mission aurait vocation à protéger les dirigeants eux-mêmes qui s'engagent dans cette voie, puisque à côté, de manière officielle en quelque sorte, hein, à côté de l'objet social même de l'entreprise, il y a en effet cet engagement statutaire, cette contribution, cette recherche d'impact qui est gravée dans les statuts. J'ai l'impression que l'histoire récente nous montre que c'est une protection qui est peut-être insuffisante. Merci beaucoup. On voit aussi plusieurs questions dans le chat autour du télétravail, de comment gérer cette nouvelle réalité, comment assurer les cohésions des équipes. Meka, j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que je crois comprendre que sur le télétravail, vous avez une position assez forte. Oui, je pense que, et encore une fois, c'est une position personnelle, mais je pense que le télétravail, moi je suis personnellement contre, parce que la manière dont c'est fait, et notamment ce travail de la maison, est passé des journées entières, on dit oui, on va gagner en temps de transport, mais regardez ce temps de transport gagné, ça fait je me déconnecte, je me reconnecte, je me déconnecte, je me reconnecte, donc je n'ai même pas le temps. J'ai un mari qui fait du télétravail et l'autre soir, je rentre après beaucoup de réunions vers 21h et il me dit « Tiens, j'ai oublié de manger aujourd'hui ». Ça fait partie des choses qu'on voit et je ne suis pas sûre que ça soit bon pour la santé. Et je ne vois pas pourquoi on dit aux enfants que les écrans sont mauvais et que ça soit bon pour les adultes à haute dose. Et en plus, ça éloigne de plus en plus. Vous savez, l'année dernière, on a essayé par tous les moyens de garder le lien social, comme pendant le premier confinement. On était en contact avec les uns et les autres. Oups, vous voyez ? Oui. Oui. Alors, on était en contact avec les uns et les autres. On faisait, je ne sais pas moi, des apéros Zoom, on téléphonait, etc. Mais au bout d'un certain temps, loin des yeux, loin du cœur. Et on appelle les gens et on travaille avec eux sur un ordre du jour, sur des sujets bien établis. Il n'y a plus le temps de discussion de ce que j'aime bien, la machine à café ou le restaurant d'entreprise que nous avons maintenu ouverte, mais que les gens maintenant, ils sont à 8 mètres carrés les uns et les autres et donc ils discutent avec des murs et ne pas avoir cette position-là. Plus généralement, je pense qu'il y a un droit fondamental qu'il faut beaucoup plus valoriser, qui est ce droit à la déconnexion, d'avoir le temps de réfléchir, de penser. Évidemment, il faut éviter les transhumances, hein, c'est ce qui crée de l'impact de gaz à effet de serre et qui crée des mouvements qui sont erratiques, mais avoir le temps de réflexion, le temps de la déconnexion, le temps de travail individuel et adapter ce télétravail parce qu'il y a énormément de métiers qui ne peuvent pas télétravailler. Nos gardiens d'immeubles ne peuvent pas télétravailler. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Elle est où l'équité sociale par rapport à ceux qui s'occupent des travaux ne peuvent pas télétravailler, ils doivent être sur le terrain. On n'a pas encore la possibilité de suivre les travaux avec des caméras, etc. Donc, on doit trouver un langage, on doit trouver une modalité, on doit réfléchir. Pour l'instant, c'est pas possible puisque nous sommes dans une occasion sur restez chez vous, ne bougez pas, et on voit bien que le sujet est compliqué. Attendons que la poussière tombe et réfléchissons à des modalités différentes, mais le temps de retrouvailles, de partage, de réflexion et de réflexion autour de banalités, vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit valoriser encore plus parce que c'est ça qui nous permettra d'avancer. Et en fait, on doit de plus en plus travailler l'amont pour réfléchir avant de se jeter bêtement sur le travail à faire. Je voulais rajouter deux choses. Premièrement, la digitalisation va supprimer beaucoup d'emplois administratifs au bénéfice des emplois à valeur ajoutée et des emplois de service. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons une responsabilité sociale, que nous soyons entreprise à mission ou pas, en tant que citoyens, de trouver moyen de former, de réadapter, de repositionner cette force vive qui va sortir, parce que ça va être remplacé par des machines, du secteur du marché du travail. La deuxième chose, le télétravail, et c'est pour ça que j'ai une position très forte, isole les femmes de plus en plus. Il y avait déjà un sujet de plafond de verre, ça n'aide pas du tout. L'année dernière, dans une réorganisation d'une de mes équipes,
Il y avait 4 personnes à promouvoir. Et on avait nommé 3 directeurs, donc une femme et 2 hommes. Et la dernière personne qui était une femme, elle n'était pas directrice, elle était, je sais pas quoi, responsable. Je dis, mais pourquoi elle n'est pas directrice? Ah, mais elle ne le souhaite pas. Donc, j'ai été obligée de prendre mon téléphone, de discuter avec elle, de lui dire, non, 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 mais je ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas. Vous êtes directrice et vous avez les mêmes avantages et les mêmes positions que les autres. On n'a pas encore fini ça. Je ne suis pas je suis pour cet équilibre homme-femme, pour cet équilibre de diversité, cette unité dans la diversité. Mais attention à ne pas isoler, et encore plus parce que les femmes pensent qu'elles sont des superwoman. Nous ne le sommes pas. Il faut qu'on en soit convaincus. Pas plus que les hommes, ni moins d'ailleurs, en fait. Pas plus que les hommes. Sophie, je me tourne vers vous parce qu'il y a une question que je trouve très intéressante sur le fait que pendant la crise, on dit que les entreprises qui ont le plus de valeur et de force, en fait, sont plus fortes dans la crise. C'est souvent le cas dans les entreprises familiales. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Est-ce que vous trouvez que justement votre particularité d'être une entreprise familiale vous aide à garder la cohésion de l'entreprise en ce moment, dans cette crise? Écoutez, votre question va me permettre de rebondir sur le sujet de la mission, des valeurs. Parce qu'en fait, bon, comme vous le savez, l'entreprise a été créée par mon père il y a plus de 50 ans. Et en fait, ce qui est assez, là où il était vraiment incroyablement visionnaire, c'est qu'il y a 50 ans, il a doté l'entreprise d'une double mission, bon, qui n'était pas inscrite dans les statuts, mais ça, il n'était pas visionnaire jusque-là. Mais, et cette double mission, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos équipes et des personnes que l'on sert, et de contribuer au développement économique, social et environnemental des communautés où l'on opère. Et donc, en fait, là où je dis qu'il était très visionnaire, c'est qu'en fait, quand vous avez posé la question à Pascal, à Jean-Dominique, sur la mission, ils ont parlé de durée, ils ont parlé d'engagement, que de toute façon, aujourd'hui, on n'avait plus le choix. Et en fait, voilà, je pense que dans une entreprise familiale, en tous les cas dans la nôtre, on a eu la chance d'avoir cette double mission depuis l'origine, et je pense qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de qui l'on est. On a 420 000 collaborateurs à travers le monde, et moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que je vais sur un site, mais que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, je suis impressionnée par la manière dont nos équipes vivent les valeurs de l'entreprise. Esprit d'équipe, esprit de service, esprit de progrès. Et ça, je pense que c'est parce que ça fait partie de qui on est, que ça a été porté par les dirigeants, parce que sinon, c'est pas possible que quand je me déplace à des milliers de kilomètres sur un campus universitaire ou sur une entreprise, je sais pas, sur une usine à Bangalore, enfin bon, donc ça, et ça, c'est une vraie force. Et ça montre aussi que ces sujets-là, il faut les regarder dans la durée. Et je pense que l'entreprise familiale, la force de l'entreprise familiale, c'est d'avoir ces valeurs, de vouloir les conserver. Et on a une pression du court terme. On doit être compétitif, on doit être performant, parce que sinon, nos concurrents nous prennent des parts de marché, nous prennent des clients, nous empêchent de signer des contrats. Donc ça, c'est pas possible. Mais en même temps, quand on est une entreprise familiale, en tous les cas la nôtre, on a une vision aussi, on a une volonté d'être dans le long terme. Et ça, avec garder ses dirigeants, les développer, avec une stratégie qui a été choisie et aussi qu'on ne va pas changer au premier problème. Et ça, je pense que c'est une force. Voilà. Et peut-être que les entreprises familiales sont plus sensibles à ce sujet-là. En tous les cas, je sais que nous, chez nous, c'est important. C'est une vraie force. Ça me fait penser, Jean-Dominique, à un terme que je vous ai entendu utiliser, de capitalisme apaisant. Et malheureusement, je vais être obligée de vous demander d'être assez rapide parce qu'on approche de la fin de cette heure. Mais si vous pouviez m'expliquer un peu le capitalisme apaisant, je trouvais que ce terme était assez parlant.
Oui, alors pour être bref sur le sujet, je vais faire un grand effort, mais je vais vous le dire. Le capitalisme apaisant dont je viens de parler, pour ne pas utiliser le mot de responsable, c'est celui qui justement est fondé sur, en quelque sorte, un capitalisme de raison d'être. Et pour faire court, ce que Sophie vient d'évoquer, ce que d'autres ont évoqué auparavant, la recherche de sens, la recherche d'engagement est à la base de ce capitalisme apaisant. On sait tous le contexte dans lequel on vit, on sait tous la montée de la méfiance des grandes parties de la société qui nous entourent vis-à-vis du capitalisme, dû à toutes les raisons que nous savons et qui a provoqué la montée des populismes, des nationalismes, etc., et qui, au bout du bout, menace presque la démocratie. Il ne faut pas faire de grands mots. Si nous voulons éviter un crash de ce côté-là, c'est-à-dire un crash de la défiance, il faut recréer les bases de ce capitalisme apaisant dont nous avons tous parlé d'ailleurs. Je pourrais reprendre tous vos mots et je retrouve l'essentiel de ce qui fait le cœur de ce capitalisme apaisant que j'appelle de mes voeux, redonner à tout le monde d'une certaine manière le sentiment qu'il fait partie du même destin. Et là, on a encore du chemin à faire. Je disais que c'était un capitalisme de la raison d'être. Le rôle des entreprises est majeur. Il faut que chaque entreprise ait vraiment sa raison d'être. Et ceux qui l'ont depuis des générations à cause des familles, tant mieux. Ceux qui ne les ont pas doivent immédiatement se doter de cette raison d'être. Et pour rejoindre la parole, et l'acte à la parole, Renault va annoncer sa raison d'être dans quelques jours à son assemblée générale, après 1 an et demi de travail. C'est essentiel de faire cela, de créer cet engagement, de mettre tout le monde sur le même bateau et de donner le sentiment qu'il n'y a pas plusieurs mondes séparés, les capitalistes d'un côté, les salariés de l'autre. Tout ceci fait partie de la structure intégrale de l'entreprise, environnée de parties prenantes, l'écosystème dans lequel l'entreprise ne sait que partager. Donc voilà, pour résumer quelque chose qui pourrait être très long, le capitalisme apaisant, c'est bien celui-là, c'est celui qui fait appel à la confiance, c'est celui qui fait appel à l'autonomie, à la responsabilisation, et qui est parfaitement conscient, malgré tout, qu'il faut être performant. Voilà. Et c'est à partir de là où nous trouvons cet équilibre intelligent qu'enfin nous pouvons peut-être apaiser nos sociétés qui, en ce moment même, croyez-moi, vous le savez très bien, sont tout de même en train de vivre une situation très risquée. Je ne suis pas encore absolument certain que nous ayons gagné la partie. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que malheureusement, on va conclure cette podcast sur cette notion de capitalisme apaisant. Je vois énormément de questions dans le chat et je suis désolée pour celles que nous n'avons pas pu prendre. Honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais pu rester 2 heures de plus à échanger avec vous, tellement c'était intéressant. Vraiment, je vous remercie très sincèrement d'avoir partagé vos convictions sur ce nouveau modèle de leadership. En fait, je suis frappée par plusieurs choses quand je vous entends tous les 5. Votre optimisme, votre capacité à vous tourner vers l'avenir. Je retiens aussi cette notion d'humilité que j'aime beaucoup. Finalement, être un dirigeant aujourd'hui, c'est d'être humble au service de son entreprise et de ses équipes, et avec comme maître mot la confiance, la bienveillance et la responsabilisation dont vous avez tous beaucoup parlé, et sans oublier la générosité. J'aime bien cette phrase qui n'est pas de moi. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, commencez par le faire pour eux. Je trouve que ça résume assez bien nos discussions sur ce que doit être le dirigeant de demain. Donc un grand merci à tous les 5 d'être venus partager vos convictions aujourd'hui. Un grand merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à ce webcast aujourd'hui. Prenez 1 minute pour nous donner vos retours via l'enquête de satisfaction qui, je l'espère, s'affiche à droite de votre écran. Et promis, nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Vision croisée. Excellente soirée à tous et encore un grand merci.